Héritier d'un empire que les barbares ont dévasté et que des empereurs rivaux se sont arrachés, un homme victorieux accède au pouvoir. Son nom, Constantin. Combattant sous l'étendard d'un nouveau dieu, il rend son unité à un empire romain divisé. Maintenant que ses armées sont vaincues et ses empereurs tués par les barbares, Rome est au bord du désastre. Dans ce désordre total, deux puissants chefs émergent. L'un appartient à l'Empire romain, l'autre aux rangs ennemis. Leur affrontement est le reflet de la guerre qu'un empire se livre à lui-même. Aux frontières de l'Empire, des soldats romains viennent défendre les villages contre les attaques étrangères. Parmi eux, un jeune garçon du nom de Stylicon. Il regarde son père avec fierté. Stylicon est l'enfant d'un couple mixte en quelque sorte. Son père est un Vandale, mais sa mère est romaine. Il a donc été élevé dans une famille moitié barbare, moitié romaine. Ce n'était pas rare à l'époque, notamment dans les milieux militaires. Stylicon rêve de devenir soldat comme son père pour protéger l'Empire. À cette époque, une partie considérable des officiers est d'origine barbare. Ces hommes s'élèvent dans la hiérarchie. À la génération suivante, ils donnent des généraux. Des tribus toujours plus sauvages envahissant l'Empire, Rome devient de plus en plus dépendante de ces mercenaires barbares. Pour protéger les frontières de son vaste territoire, l'Empire est contraint de se diviser en deux. L'empereur Valentinien à Rome et l'empereur Valens à Constantinople défendent respectivement l'Ouest et l'Est. Mais en 378 après Jésus-Christ, le pouvoir de Valens est ébranlé par une attaque contre la ville d'Andrinople. Ce sont les Goths qui attaquent, et ce qu'ils veulent, ce sont des terres romaines. Ils visent à anéantir les armées adverses par la force musculaire, l'acier et le feu, sachant que les Romains, sous leurs lourdes armures, ne tarderont pas à éprouver la chaleur des brasiers sur les champs de bataille. Les Goths, en large supériorité numérique, se battaient pour des enjeux considérables. Ils avaient subi les mauvais traitements des Romains qui les avaient vendus comme esclaves. Ils n'avaient rien à perdre. Pendant la bataille d'Andrinople, les soldats de l'empereur Valens ne font pas le poids face à ces pugnaces et farouches guerriers. Lors de l'attaque, tout le monde est poussé sur la droite. Les Romains progressent toujours de ce côté pour protéger leur épaule sous leur bouclier face à l'adversaire. Là, la tendance s'accentue. Ils s'agglutinent tous autour de l'empereur, qui est à l'extrême droite. Ces hommes ne bougeront pas, c'est une question d'honneur. On a donc une accélération de ce processus de compactage. Les Goths s'extraient alors de ce déploiement circulaire, encerclent les Romains et les terrassent. Valens, contraint de se battre pour défendre sa vie, tombe lui-même sur le champ de bataille. Sa rapide défaite est un choc pour ses soldats, qui se replient dans une panique totale. À l'époque, lorsqu'une armée est vaincue, il s'ensuit toujours un massacre. À Andrinople, c'est encore pire, car les forces romaines sont partiellement encerclées et tous les soldats ne sont pas en mesure de courir. Dans leur précipitation à fuir, ils entraînent leur propre mort, car ils se piétinent les uns les autres et meurent tout simplement étouffés dans cette vaste confusion. Les 2/3 de l'armée romaine sont perdus. Ammien Marcellin, historien de la Rome tardive, relate le carnage. Des flèches frappant à mort de tous côtés touchaient chaque fois leur cible, car on ne pouvait les voir à l'avance et s'en garder. La bataille d'Andrinople marque un tournant dans l'histoire romaine, un tournant définitif. L'armée est en grande partie décomposée
et il n'y a pas moyen de la reconstituer, à moins de faire appel aux barbares. C'est exactement ce que fait le nouvel empereur d'Orient, Théodose. Il invite les Goths à un banquet, au cours duquel il leur offre des terres en échange de leur aide militaire. Il a auprès de lui Stylicon, maintenant général romain, et âgé d'un peu plus de 20 ans. Stylicon est un demi-barbare, si je puis dire. Il est moitié vandale, moitié romain. Et comme nombre d'autres jeunes gens d'origine comparable, il a gravi les échelons de l'armée. Théodose laisse à Stylicon la charge de mener les négociations avec les Goths, dont il veut faire ses mercenaires. Les Goths obtiennent de Théodose des conditions tout à fait inhabituelles, qui les placent dans une position supérieure à celle qu'ils pouvaient attendre. Le plus important est qu'ils restent coalisés. Les Goths qui ont combattu Théodose se sont tous implantés au même endroit, sans se trouver pour autant sous domination romaine. Stylicon négocie le pacte. En échange de ces terres, la totalité des Goths accepte de s'incorporer à l'armée de Théodose. Bien que Stylicon soit à moitié barbare, l'empereur se fie à lui comme à un fils. Stylicon, très doué, se fait remarquer par l'empereur et accède à des rangs de plus en plus élevés. Il parvient à la tête d'un important contingent de l'armée de Théodose. Mais malgré sa situation avantageuse, Stylicon n'est pas en première place pour succéder à l'empereur. Cet honneur échoit au fils biologique de Théodose, Arcadius et Honorius, qui est né à Constantinople en l'an 384. Stylicon jouit toutefois de liens étroits avec la famille impériale. Stylicon a des liens proches avec l'empereur Théodose. Il est clair qu'on l'a recruté parmi de nombreux généraux barbares ou à moitié barbares pour occuper plus tard des fonctions très élevées, à tel point que Théodose l'a marié avec sa propre nièce. Cette union contribue fortement à cimenter entre Stylicon et la maison impériale des liens qui resteront étroits toute sa vie. Bien que l'empereur l'ait choisi pour occuper de hautes fonctions, Stylicon n'exercera jamais que des pouvoirs limités. En tant que barbare ou demi-barbare, il était exclu qu'il devienne empereur. L'empereur Théodose sait toutefois qu'il peut compter sur son général le plus digne de confiance pour résoudre le principal problème de l'Empire d'Orient, celui que posent les Goths. Pour consolider le nouveau traité conclu par l'empereur, on envoie de jeunes Goths apprendre les pratiques militaires romaines dans des camps d'entraînement. Alors qu'ils n'étaient pas des sujets libres de l'Empire romain, ils étaient obligés de servir l'armée romaine quand l'empereur l'ordonnait. Bras droit de Théodose, Stylicon veille à la qualité de l'entraînement des jeunes Goths et à leur loyauté. L'un d'eux attire l'attention par ses dons naturels. Il s'appelle Alaric. Alaric, sans doute né et élevé au sein de l'Empire, sait sûrement ce qu'est une carrière dans l'armée romaine. Lorsqu'il prend Alaric sous son aile, Stylicon ne peut imaginer à quel point leurs destins seront entremêlés. Pendant la décennie qui suit, l'Empire d'Orient gagne en puissance sous le gouvernement conjoint de Théodose et de Stylicon. Mais en 392, une trahison survenue à Vienne, en Gaule, remet leur pouvoir en question.
l'empereur d'Occident Valentinien II est assassiné dans son sommeil par son garde barbare Arbogast, qui maquille sa mort en suicide. L'empereur était le symbole de Rome. La mort d'un personnage autour duquel se structurait l'État, symboliquement parlant, est un terrible coup psychologique. Pire encore, l'Empire de l'Occident et son armée tombent sous la mainmise de l'ambitieux Arbogast. Désormais, l'usurpateur menace aussi l'Empire d'Orient. Théodose s'empresse de mener son armée vers l'ouest pour combattre l'usurpateur. Il charge son fidèle général Stylicon de préparer les troupes. Stylicon dirige alors les forces de Thrace ainsi qu'un important contingent de l'armée de Théodose. Stylicon recrute le jeune Alaric, maintenant adulte et chef de clan, ainsi que ses hommes pour combattre aux côtés des Romains. Un quart de l'armée romaine est formé maintenant de mercenaires barbares. Les Romains sont désormais extrêmement dépendants de troupes qui ne sont pas romaines et dont le commandement n'est pas romain non plus. Cela peut devenir très dangereux pour l'Empire. Théodose, conscient de ce risque, a prévu un plan pour anéantir l'usurpateur Arbogast et affaiblir les Goths en leur portant un coup puissant. Il mène son armée, y compris les Goths d'Alaric, contre les forces de l'Empire d'Occident, maintenant dirigées par le traître assoiffé de pouvoir, Arbogast. La bataille se déroule en 394, près de la rivière Froide, sur le territoire de la Slovénie actuelle. Pour préserver ses troupes romaines, Théodose lance en premier Alaric et ses soldats contre l'armée d'Arbogast. Il est quasiment certain qu'il les place en première ligne. Il espère sans doute qu'ils vont être nombreux à mourir, tout en lui assurant la victoire. Les Goths livrent un combat acharné. Mais les hommes d'Arbogast, assoiffés de sang et de butin, les dominent. Pourtant, alors que la défaite est imminente, la météo bouleverse la donne. À ce moment-là, le vent se met à souffler tellement fort contre les rangs d'Arbogast que leurs projectiles sont littéralement sans effet sur l'armée de Théodose. Avantagé, Théodose bat Arbogast à plate couture. Mais il vient de se faire un nouvel ennemi. La trahison de Théodose marque profondément l'esprit d'Alaric, qui cherche des survivants parmi les Goths tombés au combat. Alaric doit être furieux que ces Goths aient servi de chair à canon, ou plutôt de chair à projectiles. Jamais plus Alaric ne laissera son peuple se faire massacrer pour la gloire de l'Empire. Pendant que Théodose fête sa victoire et devient l'unique empereur romain, Alaric et les Goths se vengent sur les Balkans, qu'ils ravagent en quête de nourriture et autres butins. Dans cette région, les paysans romains vulnérables et dépourvus d'armes sont complètement démunis face à la colère des Goths. Et Alaric a justement besoin de leur récolte.
Alaric n'a aucune ressource pour assurer la subsistance de son peuple. Il n'a pas accès aux taxes locales ni aux réserves de céréales. Il est dans l'impossibilité de les nourrir. Alaric est décidé à alimenter son peuple à l'aide des récoltes romaines. Et la garnison romaine locale ne peut pas faire grand-chose pour l'en empêcher. Enhardis par leur victoire, les Goths le prennent pour roi. Avec Alaric à leur tête, ils deviennent la première nation barbare à fonder un royaume au sein de l'Empire. Alaric joue un rôle capital, car à partir d'une bande de soldats, il forge une véritable unité politique. Le royaume d'Alaric n'est en rien menacé, car l'Empire doit maintenant faire face à d'autres soulèvements beaucoup plus préoccupants. En 395, Théodose tombe malade et meurt. L'Empire est alors divisé de nouveau. Son fils Arcadius, adolescent, devient empereur d'Orient à Constantinople, tandis que le cadet, Honorius, âgé de 10 ans, devient empereur d'Occident à Rome. Stylicon, le fidèle général de Théodose, n'est pas oublié. Il joue un rôle de tuteur auprès d'Honorius, l'enfant empereur. Quand Théodose tombe malade, il se tourne vers Stylicon et il fait appel à lui pour assurer, entre autres choses, la régence pour Honorius. Le jeune Honorius, qui ne connaît pas le maniement des armes, ne saurait se passer du savoir de Stylicon. Stylicon a une relation de parrain, de mentor vis-à-vis d'Honorius. Pour lui, c'est comme son enfant. Mais Honorius ne s'intéresse guère à l'enseignement de Stylicon. Celui-ci le supervise pourtant d'un œil attentif. Il sait que l'avenir de l'Empire dépend de l'influence qu'il exerce sur le jeune garçon. En 397, Stylicon conforte son emprise sur Honorius en lui faisant épouser sa fille. Ce qu'il voulait avant toute chose, c'était avoir un petit-fils empereur. C'est pour cette raison qu'il a marié sa première fille, Marie, à Honorius. C'était pour lui le seul moyen d'imprimer une influence familiale directe sur le prochain empereur. Les invités au mariage sont scandalisés par cette union du sang royal avec une barbare. Mais Stylicon ne prête pas garde à leur colère, car il se sent profondément romain. Mais le pouvoir que Stylicon exerce à Rome ne s'étend pas jusqu'à Constantinople, où règne l'autre jeune empereur, Arcadius. Celui-ci, âgé de 19 ans, goûte les plaisirs de l'impériale chambre à coucher, laissant les affaires d'État à ses conseillers. Si Théodose voyait le comportement de ses fils, à n'en pas douter, il serait très déçu. Arcadius prend la scandaleuse décision de nommer consul son grand chambellan, l'eunuque Eutrope. Un eunuque qui devient consul, c'est comme une star du porno qui serait élu président des États-Unis. Pour l'opinion, cela dépasse les bornes. C'est tout simplement abominable. Mais c'est surtout par ses intentions de négocier avec les Goths qu'Eutrope se fait haïr à Constantinople. Depuis 3 longues années, Alaric et les Goths mettent les Balkans à sac et font pression sur Arcadius pour qu'il leur accorde les terres dont ils ont tant besoin.
Enfin, en 397, l'empereur, sous l'influence d'Eutrope, invite Alaric à Constantinople. La politique ne l'intéressant pas, il laisse l'eunuque diriger les négociations. Eutrope applique un accord très avantageux pour Alaric et les Goths. Il leur apporte notamment des terres et un approvisionnement en céréales. En contrepartie, Alaric promet que les Goths combattront de nouveau pour l'Empire d'Orient. Mais le peuple est scandalisé par ce traité. Les Goths avaient régulièrement vaincu les Romains sur le champ de bataille. Les Romains avaient donc une antipathie à peine dissimulée envers les Goths. Empli de haine pour son ex-ennemi, le peuple en colère n'attend qu'une chose, voir le sang des Goths se déverser dans les rues de Constantinople. Une animosité contre les barbares se répand dans la ville comme un poison. Après 2 ans de protestation de l'opinion publique, Eutrope, emporté par cette vague xénophobe, est arrêté. Selon ses rivaux, sa disgrâce apaisera bientôt la vindicte populaire. Le problème était, bien entendu, son pouvoir, qui le rendait impopulaire. Il avait à la cour impériale de nombreux rivaux qui brillaient sa place. Il lui reprochait, entre autres, de vouloir négocier avec les barbares. Eutrope, envoyé en exil, sera par la suite exécuté. Mais son sacrifice ne calme pas pour autant l'ardeur anti-barbare du peuple, qui se soulève et massacre jusqu'au dernier Goth de la ville. Quelle que soit l'époque, il est difficile d'identifier l'origine de tensions ethniques. Il est clair que les Romains en voulaient aux barbares d'envahir leur territoire, mais leur hostilité avait des causes bien plus profondes. Ils avaient une haine viscérale de tout ce qui touchait de près ou de loin aux barbares. Pour Alaric, cette violence transmet un message clair. Un traité avec l'Orient est impossible. La haine est trop profondément enracinée. Tout espoir perdu, Alaric emmène son peuple vers l'ouest, en Italie, où il espère arriver à un accord favorable avec le général Stilicon. Mais une terrible force menace bientôt les Goths tout autant que Rome. Les Huns. Ceux-ci balayent tout sur leur passage dans les villages tribaux des frontières de l'Empire. Les Huns avancent vers l'ouest en quête de verts pâturages. Ils obligent les tribus germaniques, nomades ou sédentarisées, à leur céder la place. Les Huns sont cruels, nul ne souhaite les côtoyer. Ils repoussent les autres comme l'étrave d'un bateau repousse la vague, et les gens font tout pour s'en écarter. Ceux qui ne fuient pas les sauvages cavaliers sont abattus avec une précision brutale, car les Huns ne laissent pas de survivants. L'invasion des Huns contraint les autres tribus barbares à pénétrer plus avant sur le territoire romain. Tandis qu'Honorgus transfère le siège de l'Empire d'Occident vers Ravenne, ville mieux protégée, les villages d'Italie du Nord sans défense sont victimes de la dévastation barbare. Les forces romaines, de moins en moins nombreuses, sont dépassées. Dans les hôpitaux de campagne italiens, le général Stilicon voit les pertes romaines s'accroître chaque jour.
Un des principaux problèmes que Stilicon doit affronter et qui aura duré pendant tout le 5e siècle, c'est l'absence d'armée permanente. Dès qu'il se passe quelque chose, il faut courir partout, rassembler des mercenaires et les expédier au plus vite sur le champ de bataille. Chaque soldat perdu est une cause de désespoir supplémentaire pour Stilicon. Pour défendre l'Italie et pour reprendre le reste de l'Empire, il lui faut de plus vastes effectifs. En effet, il a perdu son pouvoir sur une grande partie de l'Empire occidental. À demi barbare lui-même, Stilicon sent qu'il perd l'appui de l'armée. Il n'a plus d'autre choix que de se tourner vers le seul qui puisse lui procurer des troupes, le roi des Goths, Alaric. En 406, Stilicon se rend au camp d'Alaric dans l'Illyricum, en Serbie actuelle, pour lui proposer un marché. Alaric, qui souhaite ardemment aboutir à un accord avec Rome, accueille volontiers Stilicon. Celui-ci apporte à son vieil ami un cadeau pour l'inciter à accéder à sa demande. Stilicon doit absolument trouver des soldats. Il n'y a pas assez de troupes romaines en Italie. Sa seule ressource, c'est Alaric et ses Goths. Stilicon offre à Alaric les fonctions auxquelles celui-ci souhaite accéder depuis toujours. En 404, Stilicon donne à Alaric un poste de commandement. Il pourra ainsi utiliser le roi des Goths pour s'emparer de l'Illyricum et en faire une plateforme de lancement. Stilicon doit absolument avoir la main mise sur l'Illyricum, terrain de recrutement de soldats qui appartient maintenant à l'Empire d'Orient. Alaric accepte de l'aider à investir ce territoire au profit de l'Occident. Pour symboliser leur pacte, il offre à Stilicon une épée. Du point de vue d'Alaric, c'est une excellente chose. Il fallait trouver moyen d'occuper ses troupes, sans quoi elles risquaient de se disperser. Il devait leur mettre quelque chose sous la dent pour éviter qu'elles se mutinent ou qu'elles le renversent. Stilicon promet à Alaric que l'empereur d'Occident, Honorius, paiera largement ses troupes. Les deux hommes scellent de nouveau une alliance. Mais les années passent, et la cour d'Honorius néglige de tenir la promesse faite par Stilicon à Alaric. Stilicon comprend qu'il perd de son influence sur le jeune empereur. Honorius, maintenant adulte, n'a plus besoin d'un mentor. Stilicon est dans une position difficile vis-à-vis de l'entourage immédiat d'Honorius, qui s'efforce de soustraire l'empereur à l'influence du général. Ses conseillers, qui dénigrent les barbares auprès de l'empereur, retardent de plusieurs années les plans de Stilicon visant à agir en alliance avec les Goths. Mais ces derniers réclament leur dû. Stilicon doit se présenter devant le Sénat de Rome pour lui demander de verser aux Goths 4000 livres d'or. Il y va malgré les protestations d'Honorius. Cet épisode marque le début de profondes divergences entre les deux hommes. Stilicon prévient Honorius que si Alaric n'est pas payé, les Goths se révolteront. Un tel soulèvement mettrait la vie de l'empereur en danger. Honorius est d'abord enclin à le croire. Mais Olympius, son maître des offices, considère que Stilicon vise ainsi à placer son fils Eucher sur le trône oriental. Effrayé et désemparé, Honorius se fie à Olympius et prend une décision qui s'avérera désastreuse pour Stilicon comme pour l'Empire d'Occident. Olympius et ses officiers incitent l'armée à se révolter contre Stilicon.
Olympius répand toutes sortes de rumeurs parmi les troupes qui se soulèvent en août et réclame la mort de Stylicon. Ébranlé par les calomnies d'Olympius, l'empereur Honorius lance un décret contre Stylicon. Autour d'Honorius, de nombreux courtisans, tirant parti de ses craintes, lui donnent à croire que Stylicon cherche à s'accaparer le trône, pour lui ou pour son fils. Ils parviennent à distiller un poison dans l'esprit de l'empereur, à l'encontre de Stylicon, qui est déclaré ennemi public. Dans toutes les villes d'Italie, ses partisans sont massacrés en grand nombre. Une explosion de haine ethnique se produit dans la population. Voici le témoignage d'un chroniqueur de l'époque, Orose. Stylicon était issu des barbares vandales, cette race cupide, traîtresse, lâche et calculatrice. Face à ces violences, les victimes sont très vite terrassées. Décidés à nettoyer l'empire de toute population barbare, les Romains pourchassent le général en personne. Une foule de soldats romains en rage et assoiffés de sang découvre Stylicon à Ravenne, dans une église où il s'est réfugié. Stylicon, tentant d'échapper au décret dont il sait parfaitement qu'il signe son arrêt de mort, se réfugie dans une église. On lui assure toutefois qu'il ne sera pas exécuté. Malgré ses hésitations, Stylicon se livre sans opposer de résistance. Il aurait pu prendre le pouvoir s'il avait voulu. Mais toute sa vie, il est resté fidèle à la famille régnante. Même à la fin, trahi par le maître qu'il servait depuis toujours, il se refuse à résister, évitant certainement ainsi une guerre civile en Italie. À l'extérieur de l'église, parmi la foule en rage, Stylicon voit Olympius qui l'attend. Instantanément, un second décret arrive, ordonnant la mort de Stylicon. Son entourage et ses gardes du corps menacent d'attaquer ceux qui sont venus l'arrêter. Mais très noblement, il accepte d'être exécuté pour éviter l'escalade du conflit. On arrache à Stylicon les symboles de son titre de général romain. Stylicon est une figure véritablement tragique. Face à l'hostilité de son empereur, il aurait facilement pu se rebeller. Mais il se rend, sort de l'église où il s'est réfugié et marche tranquillement vers son exécution. Le grand général barbare est abattu sous les acclamations de ceux qu'il voulait protéger. Sa mort excite la foule qui ne se satisfait plus d'actes symboliques. La haine envers les Goths dépasse bientôt Ravenne pour s'étendre à toutes les villes d'Italie. Les soldats romains s'en prennent à tous les Goths. L'hostilité envers les barbares, qui se manifeste lors de la chute de Stylicon, se traduit immédiatement par la mort de 10 000 personnes. L'historien Zosime relate les massacres qui se déroulent dans les cités italiennes en l'an 408. Dans chaque ville, les soldats s'acharnent sur les femmes et les enfants barbares. Comme s'ils répondaient à un signal convenu, ils les abattent et pillent leurs biens. Naturellement, les Goths qui ont survécu au massacre veulent couper tous les liens avec les Romains. 30 000 d'entre eux rejoignent immédiatement les armées d'Alaric. Mais avec la mort de Stylicon, leur traité avec Rome, ainsi que l'argent et les terres qu'il leur promettait, s'évanouit. Alaric et son armée, maintenant puissante, marchent sur Rome pour contraindre l'empereur Honorius à leur donner ce qu'ils veulent.
Alaric et ses hommes envahissent l'Italie et assiègent Rome en 410. Mais Honorius, en sécurité à Ravenne, refuse de négocier avec les Goths. Honorius et son conseiller Olympius ne se soucient guère du peuple romain. Alaric fait tout ce qu'il peut pour amener le gouvernement d'Honorius à s'asseoir autour de la table et parler boutique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous détruisons l'Italie? Tout ce que je veux, c'est un poste de commandement et un endroit où exercer ce pouvoir. Mais la cour refuse de lui parler. Les sénateurs romains insistent pour que les demandes d'Alaric soient satisfaites, sans quoi la ville tombera. En fait, ils négocient une rançon pour leur ville. Et ils sont prêts à payer beaucoup. Des milliers et des milliers de livres d'or. Se pliant à la volonté des sénateurs, Honorius propose à Alaric de venir discuter à Ravenne. Mais toujours hostile aux barbares, l'empereur a d'autres plans en tête. Alaric et ses troupes partent de Rome en toute confiance pour aller négocier avec Honorius à Ravenne. Mais en cours de route, ils tombent dans l'embuscade d'un groupe de mercenaires à la solde de l'empereur. À la moindre occasion, les Romains manifestent leur intolérance envers ces barbares et leur intention de les massacrer, ou de faire en sorte qu'ils soient tués. Voyant ces hommes tomber autour de lui, Alaric comprend qu'une fois de plus, l'Empire romain l'a dupé. C'est une authentique histoire de trahison, de manque d'honneur de la part de l'entourage d'Honorius. Alaric est un homme très respectable, envers qui deux cours n'ont pas honoré leurs engagements. C'est le moins qu'on puisse dire. Alaric ne croit plus aux négociations pacifiques. Il ordonne à ses troupes de revenir sur Rome, bien décidés à la détruire. En 410, les Goths franchissent enfin les portes de la ville. Pour la première fois en 800 ans, Rome est mise à sac. Il importe de souligner qu'Alaric n'avait pas l'intention de mettre Rome à sac. Il a pris cette décision, frustré qu'il était de 2 ans de vaines négociations. En fin de compte, il n'a trouvé pour aller de l'avant d'autres moyens que de laisser son armée saccager la ville. Refusant d'imiter les Romains, qui ont récemment massacré des milliers de femmes et d'enfants de son peuple, Alaric incite ses soldats à la modération. Alaric a fait de son mieux pour empêcher ses troupes de tuer ou de capturer des gens indistinctement. Mais 3 jours durant, les Goths pillent les richesses de Rome, s'emparant de tout ce qui est transportable. La mise à sac de Rome a dû être dévastatrice, ne serait-ce que par les pillages. Et il ne fait pas de doute que malgré les appels à la modération, de nombreuses atrocités ont été commises. Mais l'effet le plus profondément marquant de la mise à sac de Rome est de nature psychologique. Saint Jérôme, ancien citoyen de la ville, évoque avec chagrin la cité dévastée. Ma voix reste entravée dans ma gorge. Et tandis que je dicte, les sanglots étranglent mes paroles. La ville qui avait conquis le monde était à son tour conquise. Cette attaque au cœur même de son empire n'inspire aucune réaction à Honorius. Il devient évident que la mort de Stylicon a privé Rome de son dernier grand gouvernant.
Honorius, symbole captif dans son palais, est seul au milieu de ses courtisans. Il n'a pas idée de ce qui se passe dans le monde, ni de quoi que ce soit. Lorsque les réfugiés viennent de Rome implorer son aide, l'empereur contrarié ordonne qu'on écarte de sa vue ces gens qui lui rappellent sa défaite. Outre qu'il se tient à distance des réalités du gouvernement, il entame la crédibilité de ses fonctions. De nombreux Romains ne croient plus à l'aptitude de l'empereur à les défendre contre leurs ennemis barbares. Leurs craintes sont justifiées. Face aux Goths qui continuent à réduire les rangs déjà clairsemés de l'armée romaine, l'empereur s'avère impuissant. Les Goths sont là pour y rester. Le royaume qui se développe après Alaric est le premier à véritablement succéder à l'Empire d'Occident. C'est un premier pan de territoire romain qui se détache. Il sera suivi de nombreux autres. Pendant les 40 années suivantes, les tribus barbares continueront à franchir les vulnérables frontières de l'Empire pour s'approprier de vastes parties du territoire romain. Ces pertes et la décomposition de l'Empire avaient été anticipées par Stilicon, qui tenta désespérément de les empêcher pour n'aboutir qu'à sa propre exécution. Sa fin tragique augurait d'un terrible et irréversible avenir, celui de l'Empire lui-même.